Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et du M23. Les deux parties s'accordent sur un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Ce mardi, à Doha, les envoyés du gouvernement congolais et ceux du groupe rebelle AFC M23 se sont retrouvés à Doha pour discuter pour un nouveau round, le sixième, des négociations entre le M23 et la République démocratique du Congo afin d'aboutir à un cessez-le-feu. Ceci fait un mois après que la déclaration de principe a été signée entre les deux pays. Un mécanisme de suivi a été mis en place et signé par les deux parties. Cela permettra à chacun de vérifier les alertes et les informations données par l'un ou l'autre sur la reprise des combats et permettra donc d'équilibrer les tendances et veiller à ce que le cessez-le-feu soit respecté. Cela pourra conduire à un accord plus global, à plus long terme, avec une cessation complète des hostilités et un retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette étape est qualifiée d'étape minime mais importante pour aboutir à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Maoulolo Samson Aridja. Finalement, d'un côté, ça semble ne pas aller vraiment entre Kinshasa et certains qu'ils jugent proches du M23, mais à Doha, on vient de franchir une nouvelle étape avec ce nouveau round de discussion qui a permis d'aboutir à la mise en place de ce mécanisme de suivi collectif du cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Dans le cadre du conflit dans l'est de la RDC, il y a eu beaucoup de signatures d'accords, il y a eu beaucoup de feuilles de route, il y a eu beaucoup d'accords de principe, il y a eu beaucoup de mécanismes de surveillance, il y a eu beaucoup de choses. Le problème, ce n'est pas les documents qui sont signés, ce n'est pas peut-être la bonne foi des gens qui signent ou pas, mais c'est leur application sur le terrain. Ça veut dire que d'emblée, ça ne dit pas grand-chose quand on signe un accord. Je pense encore que c'est un énième document qu'on vient de signer sous la pression américaine, justement, où Donald Trump s'imagine un grand faiseur de paix dans le monde, devant l'éternel. Mais je ne vois pas ce que ça aura comme implication réelle sur le terrain, parce qu'il sera une semaine ou quelques jours. La main tendue de Paul et de Etienne Tshisekedi a été balayée d'un revers de main par Paul Kagame, qui continue par expliquer qu'il soutient le M23 parce qu'il y a la FDLR. Composé majoritairement de Hutus dans cette partie de la RDC et qui opprime les Tutsis. Donc lui, il justifie son soutien par ça. De l'autre côté, il y a la République démocratique du Congo qui vient aussi d'annoncer qu'elle a appelé les FDLR à déposer les armes sans en préciser les modalités et sans dire clairement si eux ils vont déposer les armes. Pour rappel, ces troupes rebelles attendent jusque le président Kagame ne soit plus là pour rentrer encore au Rwanda et subir encore le désordre ou bien se venger comme il explique même. Donc l'autre dans ces conditions, à cela s'ajoutent les trafiquants de matières rares qui sont abondants dans la zone. Il y a les conflits communautaires. Quand on est dans ce genre de marasme économique et social et politique, je ne pense pas qu'un document signé à Doha ou n'importe où ailleurs pourra régler la situation. Est-ce que tous les acteurs vraiment impliqués ou concernés par cette situation ont été invités? Est-ce que leurs besoins, leurs doléances, leurs soucis ont été pris en compte lorsqu'on signe dans le document? Je ne pense pas. Ce document sera signé 2 semaines, 3 semaines après. On entend encore parler qu'il a été violé et les camps vont commencer par s'accuser mutuellement d'être à l'origine de cette violation et on va retourner à la case départ. Les processus de paix poussés par les États-Unis en Afrique n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. L'exemple le plus flagrant est celui de la création du Soudan du Sud, lorsque George Bush et Jimmy Carter ont poussé pour créer cet État-là. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les deux Soudans qui sont en guerre. En guerre, oui. Donc, ces problèmes doivent être résolus à l'interne, mais il ne doit pas avoir de tabou dans les discussions. Jusqu'aujourd'hui, on trouve encore des Congolais qui disent qu'il n'y a pas de Tutsis au Congo, alors qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont Tutsis congolais. Lorsque tout ça est en place, quelle que soit la bonne foi des gens qui vont négocier les documents et qui vont les signer, au plus tard, on aura 2 semaines, 3 semaines de répit, les conflits vont reprendre et chacun va commencer par s'accuser mutuellement parce que le problème est plus complexe à la base et ne peut pas être pris en compte à Doha aux États-Unis. Pour vous, ce n'est donc qu'un papier de plus qui vient d'être signé à Doha. Exactement, et malheureusement. Daimon Body, la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 viennent de signer un accord sur un mécanisme de suivi collectif du cessez-le-feu dans l'est de la RDC.
Oui, il vient de signer cet accord. Je pense que, bon, voilà, comme on le dit souvent, même si tout de suite on n'a pas encore ce qu'on veut, il y a quand même des efforts, il y a quand même une petite évolution. Je le dis, on a commencé d'abord avec un accord entre le Rwanda et le Congo à Washington. Après, Doha a commencé entre les rebelles et le pouvoir de Kinshasa. Au début, les gens étaient vraiment récalcitrants à s'asseoir à une table de discussion. Aujourd'hui, ils ont accepté rester à une table de discussion. Ils ont d'abord commencé avec les sujets sur lesquels les accords pourraient porter. Ils se sont entendus sur ça. Après, il y a eu la proposition d'un cessez-le-feu et ça a commencé. Après, ça a été interrompu. Bon, maintenant, récemment, ils ont réussi quand même à mettre en place un accord pour le suivi mutuel de ce cessez-le-feu-là. Donc, comme moi je le dis, il faut toujours penser aux populations. Ça va un temps soit peu donner un petit répit à ces populations-là, même si au fond, on sait que ça risque de ne pas trop durer dans le temps, mais néanmoins, ça va permettre quand même aux populations d'avoir un petit répit et voilà, même si ça va forcément reprendre. Mais derrière, ça ne va pas durer non plus. C'est pas évident que ça prenne assez de temps. Mais parce que le problème, il est profond et nous tous savons ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre cette crise. Et qu'est-ce que c'est? Mais malheureusement, les gens ne veulent pas. Il faut aujourd'hui, si Kagame décide que cette crise s'arrête, ça va s'arrêter. Il suffit que Kagame arrive à se retirer, à retirer son soutien au M23, qu'aujourd'hui la communauté internationale, parce que qu'est-ce que le M23 réclame? Il réclame la scission du pays. Qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa réclame? Il réclame l'unicité du pays. Mais le principe de l'unicité du pays est un principe non négociable. C'est-à-dire que l'État a signé à être un État unitaire. L'État doit être soudé, quoi qu'il arrive. Et donc, la communauté internationale doit les aider aujourd'hui à s'entendre, à asseoir peut-être un gouvernement d'union entre les deux parties pour qu'ils puissent co-gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, aboutir à une scission du pays vraiment va encore créer une autre guerre. C'est-à-dire que la guerre entre les deux pays, comme c'est le cas des Soudans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la situation, mais parce que les gens poursuivent des intérêts que nous ne maîtrisons pas, les gens laissent cette situation et d'ailleurs, les discussions, lorsqu'elles se font, elles se font entre les politiques, mais derrière, c'est les militaires qui sont sur le terrain qui combattent. C'est-à-dire qu'eux, ils n'entendent même pas d'oreille ce que les politiques se disent dans les bureaux. Et ils continuent sur le terrain à combattre. Donc, quels sont ceux qui donnent les armes aujourd'hui aux rebelles du M23? Ils continuent à être armés. Malgré les embargos et toutes les situations, ils sont toujours armés. Bon, on sait comment ils s'autofinancent, on le sait, mais je pense que si les gens aujourd'hui décident de mettre la fin à cette crise, ils vont mettre fin à cette crise. Et moi, j'ai confiance au président Trump. S'il décide, il est engagé à mettre fin à cette crise. Je suis certain que jusqu'à la fin de son mandat, d'ailleurs, dans son mandat, beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup de choses ont évolué. Et bien sûr, nous avons aussi la médiation du président conseil togolais, en qui nous avons aussi foi. Et on espère vraiment que la paix va revenir dans cette partie de l'Afrique. Merci beaucoup. À vous, oui. Oui, j'aimerais juste apporter des petites corrections à ce que dit, des petits éclaircissements à ce qu'a dit mon co-débatteur. Le M23 ne réclame pas la scission du pays, mais un État fédéral. Et cette discussion entre le caractère unitaire de l'État ou fédéral de l'État congolais date de longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a même une grande partie de la population ou de la classe politique congolaise qui pense que ce État aurait été un État fédéral, que le problème là aurait été réglé plus facilement parce que depuis Kinshasa à Goma, il y a un décalage horaire de 2 heures. Il n'y a même pas de voie qui permet de rejoindre les deux villes. C'est un pays continent. Et gérer un pays continent depuis un bureau à Kinshasa, je ne pense pas que ce soit vraiment faisable. Pour aller un peu plus loin, Paul Kagame, certes, est un acteur important de la crise. Mais moi, j'aimerais dire quand même que ce n'est que le couteau et que la main qui tient les couteaux, c'est les multinationales occidentales qui tirent là-bas les matériaux dont ils ont besoin pour fabriquer les objets du quotidien aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on arrivait juste à retracer vraiment et à sortir du circuit tout ce qui est comme cobalt, lithium, tout et j'en passe, qui vient de cette partie-là, la guerre finirait en moins d'une semaine. Parce qu'ils n'auront plus d'argent pour payer des armes et tout finirait en moins d'une semaine. Parce qu'aujourd'hui, on peut même arriver à enterrer le M23. On se rappelle qu'il y a une décennie en arrière, c'était
Laurent Nkunda, qui se met à la terreur dans cette partie du pays. C'est-à-dire, on peut arriver il y a plein d'autres groupes encore. Plus d'une centaine. Donc, on peut aujourd'hui arriver même à enterrer le M23, mais en une année, une autre rébellion va éclore. Et c'est justement ce paramètre, cette complexité-là, que ne semble pas prendre en compte le président Trump quand il pousse vers des pourparlers à Doha. Il veut s'imaginer un faiseur de paix, mais cette situation est beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicate qu'il ne veut bien l'imaginer. Donc pour vous, la solution, c'est d'aller vers un État fédéral, donc d'accéder aux demandes des rebelles du M23 et non, d'aller vers un État fédéral par une volonté personnelle de la classe politique congolaise, pas par la contrainte du M23. Et maintenant de pouvoir s'organiser pour trouver soit des accords avec le M23, ou soit pour le bouter dehors par la voie militaire. Généralement, quand vous proposez cet aspect d'État fédéral, en tout cas la République démocratique du Congo reste République démocratique du Congo, mais on a l'impression que le président sous lequel on passera d'un État unique à un État fédéral sera considéré comme un président faible sous qui on a eu une sorte de scission. Est-ce que ce n'est pas aussi cette conception de la chose qui fait qu'on n'a pas envie de faire le pas? Oui, il sera considéré comme faible dans l'immédiat, mais je pense que les générations futures vont le remercier. Je prends l'exemple du Nigeria. Toutes les crises politiques et militaires par lesquelles est passé le Nigeria depuis son indépendance ont été beaucoup mitigées par le passage à l'État fédéral. Et celui qui a fait ça a été vraiment critiqué à l'époque, il a été vraiment insulté. Mais aujourd'hui, je pense que les Nigériens reconnaissent la valeur de cet État fédéral-là. Ça n'a pas fait disparaître tous les problèmes du pays, certes. Mais une grande partie des tensions que connaissait ce pays ont quand même baissé grâce à ce État fédéral-là. Je comprends le Congo parce qu'après l'indépendance, il y a eu la cession du Kasaï, la cession du Katanga. Il y a une histoire derrière qui fait que les Congolais aujourd'hui, même quand on parle d'État fédéral, une partie voit cela d'un très mauvais œil. Mais je ne vois pas comment administrativement on peut gérer un pays qui est sur 3 fuseaux horaires depuis un bureau à Kinshasa. Même la Russie est un État fédéral. Tout dépend de comment on organise le pouvoir. Et sur le point administratif, je pense que cette forme d'existence de l'État s'impose au Congo. Il faut ajouter que le Congo est un État, bien sûr, c'est un État unitaire, mais qui aujourd'hui, dans son organisation administrative, est un État très décentralisé. C'est-à-dire que la décentralisation du Congo est très avancée, de telle sorte que, en réalité, ce n'est pas un État fédéral, mais en pratique, la décentralisation est de telle sorte qu'on c'est un État déconcentré. Voilà, la déconcentration est très très avancée. Et donc je pense que c'est possible comme vous êtes dubitatif sur le fait de pouvoir gérer un État unitaire depuis Kinshasa, compte tenu de l'étendue du territoire. Je pense que c'est possible de pouvoir gérer le Congo de cette façon. Mais derrière, je pense que les luttes sont beaucoup plus politiques. Aujourd'hui, le M23, à travers sa branche politique, veut aujourd'hui être celui qui sera le maître de sa zone. Et donc, l'organisation de l'État fédéral, pour lui, est l'organisation la plus appropriée pour pouvoir maîtriser la zone. Mais nous savons aussi que c'est une zone très riche, c'est une zone aux ressources vraiment alléchantes. Et donc, avec l'appui des puissances étrangères, malheureusement, on continue à ventiler cette crise qui, en réalité, ne devrait pas être pour le bien de tous les Congolais. Mais derrière, Kinshasa a beaucoup à perdre en allant vers un État fédéral. Parce que... Kinshasa? Si. Pourquoi? Si, Kinshasa a beaucoup à perdre. Parce que vous savez, dans un État fédéral... Est-ce que vous pensez que le Nigeria a perdu beaucoup en allant vers un État fédéral? Le contexte nigérien, je pense, n'est pas égal au contexte... C'était le même contexte. Il y avait le Biafra, à l'époque, qui voulait vraiment... C'est-à-dire que le contexte du Nigeria diffère. Et puis, au Nigeria, il y avait quand même une force volonté des politiques à avancer vers un État fédéral. Cette volonté-là existe aussi au niveau de la RDC. Au niveau du RD Congo, bon, de toutes les façons, l'actuel pouvoir en place n'est pas prêt à aller vers un État fédéral. Bon, le débat est sur la table, ils n'ont pas carrément tranché aussi. Bon, en tout cas, ils ne sont pas prêts à négocier sur l'unité du pouvoir. Parce que c'est d'ailleurs ce qui a causé le problème, ce qui a retardé l'accord de Doha. Puisque les autres ont évoqué cela, ceci. Surtout au début, Tshisekedi était très, très, très intransigeant là-dessus, mais je pense qu'à un moment donné, il a commencé à mettre de l'eau dans son vin. Il a intérêt. Et on verra bien, on espère pour le Congo. Bon, surtout que son mandat aussi va finir bientôt. Et sous prétexte, on espère qu'il ne fera pas un troisième mandat. Mais le visage du président futur aussi va déterminer la position
qu'il aura dans cette crise va beaucoup déterminer dans cette situation. Mais c'est pas évident que cette crise puisse se résoudre sous Tshisekedi, à moins qu'il a encore un troisième mandat qui lui permet d'avoir la main de continuer. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.